Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter du haïku bien sûr, mais également d'Alan Watts. Alors qui est Alan Watts? Ce serait un petit peu compliqué et long à résumer, mais sachez que c'est un des pères de la contre-culture américaine que j'apprécie particulièrement et qui est un fin connaisseur de l'Asie, de sa philosophie et du bouddhisme, en particulier du bouddhisme zen. Donc, il s'est exprimé sur le haïku, sur son écriture et dans ce document audio que je vous propose dans la description ci-dessous, et dont aujourd'hui je vais essayer d'en faire euh, une traduction la plus proche possible. Donc, selon lui, le haïku, c'est la forme de littérature la plus simple et la plus sophistiquée au monde. Hein, ça a l'air facile comme ça, nous dit-il, euh, comme si c'était le travail de la nature en fait, plus que celui d'un véritable art. Donc quand on a l'habitude de la poésie occidentale, le haïku a un peu choqué. On dirait un fragment de poésie qui éveille des attentes, euh, mais sans vraiment apporter de solution. Donc ça ressemble à un poème commencé mais laissé incomplet. Avec un petit peu plus d'expérience, on réalise que le haïku excelle dans une vertu artistique rare, celle de savoir quand s'arrêter, quand assez a été dit. Donc, il représente le raffinement ultime d'une longue tradition de littérature asiatique, dont l'inspiration dérive d'une forme de bouddhisme connue sous le nom de zen. D'autres arts, bien sûr, ont eu comme même source le zen. Il s'agit bien sûr de la peinture, la poterie ou l'art du sabre, j'en passe. Bref, l'unique qualité du bouddhisme zen qu'on trouve dans tous ces arts qu'il a inspirés, c'est une simplicité profonde. Il y manque totalement le non essentiel, en touchant directement, d'une manière, comme nous le dit Alan, rafraîchissante. Pour lui, le zen n'a ni idée, ni doctrine, ni croyance ou symbolisme. Il répond aux questions profondes de l'humain avec de simples faits de la vie de tous les jours. C'est ainsi également dans le haïku. Donc ce qu'on peut comprendre déjà de ce que nous dit Alan, c'est que si vous faites du haïku et que vous donnez dans la morale, dans l'idéologie, la politique ou même la bien-pensance, alors peut-être que le haïku n'est pas fait pour vous. Bon, je peux comprendre que ça puisse être tentant parfois de vouloir faire passer un message, mais il faut essayer de se recadrer et de rester le plus proche possible du haïku classique, si c'est son but. Ensuite, il fait le lien entre la poésie occidentale et le haïku, en expliquant que certains poèmes ne sont presque connus que pour un seul vers. Du moins, on les retient en fait que pour un seul vers. Une phrase de poésie pure et directe comme les haïkus. Donc, les haïkus se cachent dans notre littérature occidentale. Alors, il va nous citer un exemple que je vais lui laisser le soin de nous réciter. A rose-red city, half as old as time. A rose-red city, half as old as time. Voilà, c'était un extrait du sonnet Petra de John William Burgon, qui est, selon Alan Watts, un moment d'intense perception qui traduit notre sensation d'être en vie. Alors il cite beaucoup d'exemples de haïku dans ce document audio, notamment ceux de R.G. Blythe, qui est en fait la référence américaine en matière de haïku, puisque c'est lui qui a un petit peu propagé le haïku en Amérique du Nord, notamment par ses traductions. Il parle ensuite de la structure littéraire du haïku, à laquelle j'adhère totalement, comme à peu près tout ce que enseigne Alan Watts, mais particulièrement alors qu'il nous souligne
à quel point il faut être rigoureux dans l'écriture du haïku, car selon lui, le haïku est plus rigide que le sonnet. Alors le terme rigide peut peut-être faire bondir certaines personnes qui prônent le haïku en métrique libre, mais bon. Il explique un petit peu plus loin que, bien sûr, le haïku doit comporter 17 syllabes, et qu'il y a de nombreuses restrictions et de règles. Pour lui, donc, la limitation stricte de la forme semble être nécessaire au grand art. Donc il admire le fait qu'on puisse dire tant avec si peu. Les meilleurs haïkus sont d'ailleurs ceux qui viennent de la tension entre la rigidité de la forme et l'intensité du sentiment poétique. Tout passe par la retenue. Donner des indices plutôt qu'être dans le déclaratif, indiquer plutôt qu'expliquer, suggérer plutôt que décrire. C'est un art qui laisse une grande place au lecteur et à son imagination, au lieu de l'exclure avec une expression détaillée à la perfection, comme on en trouve dans la littérature occidentale. Le lecteur ne doit pas remplir le vide, mais partager l'humeur du poète. Cette retenue empêche l'auteur de se complaire dans son ego, en offrant au lecteur que la possibilité de l'admirer sans pouvoir partager. Alors qu'on sait très bien que un haïku, c'est 50% l'auteur et 50% le lecteur. Le poème est un succès en fonction du degré de partage de l'expérience poétique avec le lecteur, même si elle n'est jamais totalement explicite. En haïku, on attend du lecteur d'avoir des connaissances sur la vie de tous les jours, mais pas des connaissances en littérature. Faire des références élitistes, utiliser un vocabulaire trop riche, trop compliqué, c'est être déjà bien loin de la simplicité qui est exigée dans le haïku. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, tu fais du haïku médical, et tu utilises parfois des expressions, du vocabulaire que le grand public ignore. Alors c'est vrai, mais j'essaie quand même de le faire le moins souvent possible, et de rester quand même le plus proche possible de ce que tout le monde connaît en matière de médecine, de maladie ou tout simplement de souffrance. Donc voilà, pas de symbolisme, insiste Alan Watts. On regarde directement, et comme disait Baudelaire, le poète est un voyant. Alors le haïku étant une poésie qui chante, et non pas une poésie qui pense, comme la poésie de Baudelaire justement, je pense que ça doit bien sonner. La rigueur dans l'écriture, dont on vient de parler, doit aussi passer par le choix du mot. Donc dans la deuxième partie de ce document audio, vous allez entendre Alan Watts réciter des haïkus en anglais, mais il était aussi accompagné par une japonaise qui, elle, va les réciter en japonais. Je vous invite à l'écouter même si vous ne parlez pas japonais. Il ne s'agit pas de comprendre ce qu'elle dit, mais en fait d'écouter le chant récitatif, qu'il faut essayer de reproduire en haïku. Il faut bien comprendre en fait l'articulation. Donc si vous utilisez des mots trop compliqués, d'abord à comprendre au niveau du vocabulaire, on en a déjà parlé, c'est pas exceptionnel. Mais en plus, s'ils sont difficiles à articuler, alors là, c'est vraiment dommage. Et je pense vraiment qu'il faut essayer de reformuler et de contourner la difficulté. À moins, bien sûr, qu'il s'agisse d'un effet que vous vouliez produire. Donc, le haïku, théoriquement, doit être lu à haute voix, parfois même 2 fois à la suite. Vérifiez bien qu'il fonctionne à l'oral avant de le publier. Voilà, je vous invite également à découvrir les autres conférences audio d'Alan Watts qu'on peut trouver facilement sur YouTube, qui parlent de zen notamment. Je vous invite vraiment à commencer par justement les histoires zen. Bon, bien sûr, il faut comprendre l'anglais, mais ça vaut vraiment le détour. Et voilà, et quant à nous, on va se retrouver, on va essayer de se retrouver
d'une manière fixe tous les 2 jeudis du mois, c'est-à-dire un jeudi sur 2, à midi. Je vais programmer les publications pour qu'elles sortent à ce moment-là. Et on verra où ça nous mène. Voilà, je vous embrasse tous, et donc je vous dis à jeudi dans 15 jours.